on nous a montré donc que ce n'était pas si simple, que c'était complexe de nourrir le monde et qu'en fait c'est un système complexe où A joue sur B, B sur C et il y a toujours une rétroaction de C sur A. Ce système est complexe et dans beaucoup de cas, c'est une question de pauvreté ou d'accès à la nourriture. Dans beaucoup de cas, c'est un manque flagrant d'intervention au niveau de la santé. Dans beaucoup de cas, les pratiques alimentaires changent et entraînent des changements sur la santé avec de nouvelles maladies comme l'obésité. Les systèmes sont très complexes et bougent sans arrêt, ne serait-ce que pour l'Afrique. Le maïs a été importé il y a 5 siècles d'Amérique. Et s'il n'avait pas été importé aujourd'hui avec des tas d'autres produits, je pense qu'il y aurait de grandes famines en Afrique. Beaucoup de choses bougent, sauf une chose. Et c'est cela dont je voudrais vous parler en m'appuyant avec quelques images. Si vous le voulez bien, je serai bref, j'essaierai d'être le plus simple possible. Bien que ce soit un peu complexe, j'essaierai d'être le plus simple possible. Je voulais vous parler de la Terre elle-même. Alors, M. Schmitt en a un petit peu parlé sur les terres arables, mais je voudrais vous parler un petit peu de la Terre pour que vous preniez quand même conscience que le soubassement de l'agriculture reste quand même la Terre. Alors, voyons ici, Voilà. Alors, en même temps, lorsqu'on parle comment nourrir le monde, et on vous a expliqué que c'est plus maintenant un problème de qualité que de quantité, et je souscris tout à fait à cela, il en est un peu pareil pour la Terre, où qualité et quantité jouent, mais la qualité est importante. Alors, les terres émergées, c'est en gros une croûte continentale qui est faite de roches, dont la moyenne représente celle du granit au point de vue de la composition. Ce sont des roches silicatées pour l'essentiel, et ces roches sont formées de minéraux, et ces minéraux d'éléments. Et vous voyez que l'oxygène forme presque la moitié des roches. Cet oxygène, donc les roches, pourraient être... C'est un atome énorme, et on pourrait donc représenter les roches de façon très figurée comme étant un amas de balles d'oxygène au milieu desquelles, voilà les balles d'oxygène, on est toujours mieux servi que par soi-même, et même pas. Si voilà, en rouge les balles d'oxygène, et en leur cœur les autres atomes. Alors, les sols se forment grâce à l'eau de pluie qui va pénétrer les roches. Bon, écoutez, c'est tant pis. C'est le schéma de gauche. Qui va pénétrer les roches, les désagréger, les dissoudre en partie, comme on dissout un morceau de sucre dans l'eau, et les transformer en produits secondaires, en jaune. Ce produit secondaire, essentiellement de l'argile, va finir par constituer le sol, et en même temps que les roches se dégradent, la végétation pousse, c'est de la végétation naturelle ou des cultures, et son cycle crée de la matière organique qui se dégrade, qui alimente le sol, qui est puisée par la végétation, et c'est un écosystème qui est créé ainsi, qui est le sol. Voilà, d'une manière schématique, ce qu'est un système sol avec la végétation, la photosynthèse, bien entendu, la pluie, la formation argileuse, qui sont les minéraux altérés, avec à l'intérieur de très nombreux nutriments, la roche dure, qui a généré ce sol, ses racines, et bien sûr la biodiversité, qui joue un rôle fondamental dans la nourriture des plantes.
mais pas que dans la nourriture des plantes, dans, bien sûr, tous les cycles importants, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Il n'y aurait pas de cycle d'azote, de nitrification, s'il n'y avait pas des petits métaux donneurs d'électrons, parce que la faune du sol, les bactéries en particulier, ont besoin d'énergie, comme vous, d'électrons pour allumer, avoir de l'électricité. Les bactéries ont besoin d'énergie, de donneurs d'électrons qui sont donnés par des métaux qui sont sur les argiles. Alors on va voir comment se forment ces argiles. Mais auparavant, qu'est-ce qu'il y a comme sol à la surface du globe et comme sol arable? Eh bien, en gros, 75% des terres émergées sont couvertes par des sols. 11 millions et quelques d'hectares. Mais seulement 22% peuvent être cultivés. Alors, ces chiffres sont quels chiffres? Vous voyez paraître des tas de chiffres. Ce sont des chiffres qui ont été étudiés par les pédologues, à la fois des États-Unis, à la fois d'Europe et à la fois d'Asie. Alors, je sais qu'en France, les pédologues, c'est une espèce en voie de disparition, mais ils ont travaillé sur les sols et quand ils parlent de la terre, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Et en gros, il y a 22% de sol arable, c'est-à-dire 2,5 milliards d'hectares à peu près. Alors un sol, voilà comment ça se forme. Il y a une roche dure et vous avez cette roche qui se dégrade sous l'effet de l'eau de pluie et qui donne naissance à des horizons riches en argile. Alors voilà très rapidement comment ça se forme, mais c'est pour vous montrer la difficulté du mécanisme. À une échelle de quelques milliardièmes de mètres, vous avez ici un flux de molécules d'eau qui pénètre une fissure d'un minéral, un feldspath, et les hydrogènes pénètrent par effraction, font sortir les gros cations de ce minéral, les entraînent avec le flux d'eau jusqu'aux rivières, jusqu'à la mer. Et c'est une des raisons pourquoi le calcium, le sodium et des tas d'autres cations ou anions arrivent aux océans pour les saler. Et une partie du silicium se recombine sur place avec des molécules d'eau pour former un minéral secondaire qu'on appelle l'argile et qui va capter, c'est un minéral feuilleté, qui va capter au passage un certain nombre de cations entre ces feuillets. C'est un minéral feuilleté, vous voyez, comme un micro-sandwich qui va retenir des tas de molécules, même des molécules organiques qui viennent de la dégradation de la litière organique. Et ces sandwichs, riches en nutriments, vont permettre progressivement de restituer ces molécules assimilables aux plantes et de les nourrir. Alors, la qualité de ces argiles est simple, c'est qu'elles peuvent s'hydrater pendant les périodes humides. Les molécules d'eau peuvent entourer les gros cations entre les feuillets qui gonflent considérablement et cet élément de cette capacité à gonfler et à se disséquer quand il n'y a plus d'eau fait que l'argile bouge et crée des structures d'argile. Alors c'est très salvateur pour le sol parce que si toutes les argiles étaient orientées dans le sens des feuillets, elles seraient imperméables. C'est comme ça qu'en Afrique ou ailleurs, on fait des murs en pisé, en tassant l'argile, en rendant donc perpendiculairement à la contrainte toutes les argiles dans le sens perpendiculaire, et on rend le mur en pisé imperméable et vous ne voyez pas de mousse pousser sur ces murs. En revanche, dans le sol, les particules d'argile sont dans tous les sens. Elles vont constituer ce qu'on appelle la structure d'un sol. On voit là ici une structure prismatique, ici, et c'est grâce à ces structures que l'eau va pénétrer, que les racines vont pénétrer et vont pouvoir se nourrir aux dépens de l'argile. D'autant plus que cette structure n'est pas pérenne, elle change au cours des saisons humides, des saisons sèches, et donc c'est toujours un nouvel aspect de l'argile qui est mis face à la fissure, face à la pénétration de la racine,
et donc peut la nourrir constamment. Alors, la racine est nourrie par une argile, mais en même temps, lorsque les plantes meurent, elles reconstituent en éléments chimiques les nutriments qui sont à nouveau stockés dans les argiles, matière organique comprise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le sol aujourd'hui quand on parle d'agriculture? Alors, il peut y avoir une destruction du sol ou il peut y avoir une stérilisation du sol. Alors, bien entendu, la stérilisation, c'est la salinisation ou la perte de biodiversité, mais je vais vous parler ici simplement de la destruction du sol et rapidement. Et en partant d'abord de l'urbanisation, dont on n'a pas beaucoup parlé, puis des phénomènes d'érosion. Alors, l'urbanisation est un vrai fléau pour le sol, elle est tout à fait nécessaire à l'humanité, mais il faut savoir que lorsque on construit des routes, qu'on construit des immeubles, qu'on construit des parkings, des supermarchés, on détruit le sol. Et à peu près aux USA, c'est 100 mètres carrés par seconde de sol qui est arable, qui est détruit, et en Chine, c'est 500 mètres carrés par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux pays à eux seuls, chaque année, occupent par l'urbanisation à peu près 5 fois la surface du Danemark. Alors l'érosion, elle peut être à la déforestation. La déforestation mondiale, c'est à peu près une forêt française par an, ou simplement aux pratiques agricoles, et en particulier au labour. Alors, dans nos pays, nous avons des sols peu épais. Depuis la déglaciation, nous avons des sols qui sont épais au maximum d'1 mètre. Mais en Afrique, où ce sont des climats tropicaux qui génèrent les sols depuis des millions d'années, ça remonte essentiellement à l'Éocène et même au Miocène, vous avez des sols très épais et très argileux. Et la différence entre les sols des pays tempérés, c'est que là, l'horizon humifère est pratiquement inexistant. Il a quelques millimètres d'épaisseur. Alors que chez nous, dans des climats plus froids, plus tempérés, l'humus est très élevé et la partie argileuse est réduite. Alors dans ces pays-là, vous pouvez avoir, il suffit d'un chemin piétonnier, il suffit d'un sillon dans le sens de la pente pour que vous ayez une érosion linéaire considérable et que toute cette argile, mais pas que l'argile, tout ce qui va avec, aille à la rivière, comble en partie d'ailleurs le lit, ce qui entraîne, quand vous avez des pluies exceptionnelles, des inondations catastrophiques. On attribue tout de suite à la télévision au réchauffement climatique. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ça a à voir avec l'érosion des sols. Point. Alors, les champs cultivés ont une érosion assez importante. À peu près 20% des sols ont une érosion supérieure à 20 tonnes par hectare et par an, ce qui est considérable. Et en Afrique, vous pouvez avoir, ou en Chine, ou en Inde, des érosions qui dépassent les 250 tonnes par hectare et par an. Vous avez en gros 50% des sols qui varient entre 7,5 tonnes par hectare et par an et 20 tonnes par hectare, et seulement 30% qui ont une érosion inférieure. Quand vous la comparez à l'érosion naturelle d'un champ qui n'est pas cultivé, vous voyez le rapport que vous avez, ce qui veut dire que pour un champ, pour une érosion moyenne de 10 tonnes par hectare et par an, ce qui est en gros 80% des sols, la vitesse d'érosion progresse de 10 à 100 fois plus vite que la création du sol aux dépens des roches dures. Alors, un sol requiert beaucoup de temps pour être formé, un sol arable. Et pour avoir un sol arable, il faut entre 20 et 30 000 ans à peu près. C'est donc pas une ressource renouvelable. Et lorsqu'on érode un sol, il faut savoir qu'on érode surtout par le haut, c'est la partie la plus fertile. On enlève des tonnes de matière organique, on enlève des dizaines de kilos de calcium, de phosphore,
On enlève, bien entendu, ce qu'on a mis une grande partie, à peu près 30% des engrais et des pesticides, et tout ça va aux rivières et ne suffit plus au sol. On a donc un vrai problème d'érosion des sols, de destruction des sols, et pour l'instant, cette destruction dans les 10 ans qui arrivent, dans les 20 ans, les 30 ans, ne sera pas un problème. Donc, pour répondre à la question aujourd'hui, ça ne va pas affecter la nutrition du monde, mais ça aura un problème pour des générations et des générations si on ne fait rien et si on ne change pas les pratiques agricoles. Changer la pratique agricole, c'est 3 fois rien. C'est au lieu de faire des sillons dans le sens de la pente, c'est les faire parallèlement à la pente. C'est au lieu de faire des sillons, faire une culture sans labour. C'est pratiqué dans de nombreux pays dans le monde. On parle de l'Amérique du Sud, c'est 60%. On parle du Canada, je vois que Étienne est parti, c'est 25%. On parle en Australie, c'est 25%. En Europe, c'est 1,3%. Et l'essentiel est fait en Angleterre. On refuse de changer nos pratiques. Et pourtant, il faudra à un moment donné changer ces pratiques agricoles, ne serait-ce que pour pouvoir conserver un sol arable. Et aujourd'hui, il reste, alors on nous a parlé de 455 millions, c'est à peu près, estimé par les pédologues, à peu près 600 millions d'hectares dans le sol. Mais malheureusement, chaque année... Pardon, je croyais avoir une voix suffisamment puissante, mais non. Encore une désillusion. On pensait donc qu'on aurait devant soi 600 millions d'hectares, ou 500 millions selon Bertrand. C'est sans compter qu'on en détruit plus qu'on en met en activité. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 20 millions d'hectares qui sont perdus chaque année. Voilà, sur les 40 derniers millions d'années, on a perdu presque 300 millions d'hectares de sol et on en a mis en pratique à peu près 200 millions pour les 200 à 220 millions pour les cultures. Alors le problème va être l'Afrique demain, parce que c'est là qu'est le capital de terre et vous pouvez le savoir, il y a déjà beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Afrique. C'est ce dont on nous parlait, dont on nous a parlé, le grabbing, la prise des terres. Aujourd'hui, ça frise les 200 millions d'hectares. Et en Afrique, le problème, c'est que c'est un vaste continent qui contient beaucoup de terres et que tout le monde s'y intéresse. Parce que quand vous allez en Inde, il n'y a plus un mètre carré de terre arable. En Chine, dans 30 ans, il n'y aura plus de terre arable. Bien que les Chinois sont en train de prendre des décisions draconiennes sur les terres arables. On ne se rend pas compte de ça, mais il faut regarder les travaux qui sortent là par eux ou les Australiens. C'est absolument extraordinaire et ils ont des leçons à nous donner sur la garde des sols arables. Alors en Afrique, pourquoi c'est différent ? Parce que les sols africains ne sont pas du tout la même chose que les sols tempérés. Et appliquer des pratiques agricoles inventées dans nos pays à des pays comme l'Afrique, ça veut dire on ne tient pas compte de la qualité des sols et on aura là des érosions considérables. Et donc il faut attirer l'attention des hommes politiques et des instances internationales pour dire qu'il faut en prendre tout à fait conscience. Il y a des cartes de sols qui ont été dressées dans le monde et tous les sols ne donnent pas la même chose. Certains sols sont faits pour donner certaines cultures et d'autres non. C'est comme ça. Et là, je n'ai pas encore parlé de la biodiversité du sol. Je n'en parlerai pas. Je voulais simplement vous dire qu'en France, on a quand même toujours de bonnes idées. Voilà. Écoutez, c'est un peu long, mais la discussion est ouverte avec les auteurs des conférences qui sont là. Tout azimut, on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.